stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. Plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année 2025. On s'était quitté sur le 11 Fantasy qu'on avait fait avec notre ami Imran d'Actualité Serie A et on se retrouve pour un nouveau podcast sur cette nouvelle année. Malheureusement pour l'Inter, l'année ne commence pas très bien elle commence par une défaite en finale de Supercoppa contre le Milan. Et on va y revenir principalement avec mon invité du jour, avec Guillaume Maillard-Pacini. Comment ça va, Guillaume? Eh ben écoute, ça va très bien. Meilleurs vœux à toi, à ton podcast évidemment, et à toutes tes auditrices et tous tes auditeurs. Et comme tu l'as dit, oui, l'Inter a mal commencé l'année avec cette défaite en Supercoupe. Mais écoute, c'est le début 2025. Il y a encore beaucoup de choses qui attendent l'Inter. C'est possible quand même que les hommes de Simone Inzaghi se reprennent, non? Ah ben, c'est ce qu'on espère, mais c'est vrai que pour le moment, on va partir sur un débrief, on va dire, même si on a eu le temps de digérer la défaite avec les quelques jours, on enregistre enfin, 2 jours après cette défaite contre Milan, donc on a eu le temps de digérer, mais il y a certains joueurs, notamment albanais, qui passeront un sale quart d'heure. Écoute, tu m'as spoilé en off du podcast. Des joueurs, il n'y en a pas beaucoup, donc à mon avis, je pense que les auditeurs ont compris de qui il s'agissait, mais voilà, on peut spoiler, évidemment qu'on va parler du cas, entre guillemets, Asllani, mais voilà, comme je vous disais, moi j'ai déménagé à Milan depuis peu, et c'est vrai que depuis la finale de la Supercoupe, même dans les quotidiens, dans les médias, beaucoup à la radio, j'entends les supporters parler justement d'Asllani, donc voilà, on va pas spoiler le contenu de cette discussion, mais c'est vrai qu'il y a un débat en tout cas. Donc s'il y a débat, il y a discussion. Ça. Et on aura une petite partie quand même finale sur Davide Fratesi qui agite le mercato de l'Inter. Ouais. Partira-t-il en été? Partira-t-il déjà cet hiver? On parlera un petit peu des dernières infos qui sont sorties et puis surtout de qu'est-ce qu'on en pense justement d'un départ de Fratesi potentiellement 1 an et demi après son arrivée, le joueur italien qui réclame plus de temps de jeu. Et de toute façon, ça permettra aussi un peu d'évoquer son début de saison parce que même si on a pu l'évoquer pu l'évoquer notamment sur la radio libre qu'on tient chaque mois, c'est vrai que c'est un joueur qui passe mine de rien pas mal entre les mailles du filet sur les analyses. Donc aujourd'hui, il ne sera pas loupé, Guillaume. Écoute, j'ai hâte de commencer ce podcast parce que je sens que cette partie va être assez succulente. Je pense qu'on va commencer par un débrief du match, c'est ça? On va débriefer un peu tout ça. Tout à fait. Eh bien, on va commencer par ce débrief du match et on va partager. Non, pas sur cette slide-là. On va commencer d'abord avec celle-là. Donc, on va commencer avec, hop, le petit la petite fenêtre sur le match et notamment les compositions d'équipe. Guillaume, avec une composition d'équipe presque classique côté Inter. Les interistes qui ont commencé fort avec ce but de Lautaro Martinez sur cette fin de première mi-temps. Taremi, juste à la rentrée de la seconde mi-temps, qui marque ce 2-0, en sachant, comme on l'avait dit, que Calhanoglu s'était blessé à la 35e et a dû laisser sa place pour Christian Asllani. Et puis, coup franc de Théo Hernandez sur une faute de Mkhitaryan, si je ne me trompe pas. Enfin, faute sur Leao qui était rentré quelques minutes plus tôt. Coup franc, du coup, tiré par Théo Hernandez qui le met sur le petit filet droit de Yann Sommer qui était masqué. Pulisic ensuite qui égalise pour le Milan suite aussi à des erreurs d'inattention, notamment de Carlos Augusto et d'Alessandro Bastoni qui n'ont pas vu venir l'Américain qui s'est faufilé dans la surface. Et ensuite, et ça va nous occuper dans cette fin de partie, Leao qui peut servir avec déjà Pulisic au début qui se sort du pressing un peu interiste, qui peut ensuite la donner à Leao, qui est oublié par Christian Asllani, qui peut servir Abraham, qui n'a plus qu'à finir sur le but vide. Donc 3-2 pour Milan qui gagne du coup cette super coupe pour plutôt la deuxième de Conceição pour le deuxième match. Milan qui avait déjà aussi battu l'Inter dans un match
aux allures différentes, on dirait, Guillaume, sur le match aller Oui, dans le derby, avec une Inter qui n'a pas existé sur ce match-là. On a eu quand même des intentions sur l'Inter, même s'il y a eu pas mal, il y a eu un blackout quand même à un certain moment donné de cette deuxième mi-temps. Qu'est-ce que tu en penses un peu, voilà, globalement et de cette finale qui a été quand même plein de rebondissements? C'est vrai qu'on ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un derby aussi passionnant, ouais. Guillaume. C'était dingue. Le scénario est fou. Euh, alors, il y a plusieurs choses. Alors, évidemment, tu as parlé des compositions. C'est vrai qu'il y a eu le doute autour de Marcus Thuram. Alors, une sorte de pré-tactique, parce que c'est vrai qu'il y avait une espèce de vrai faux suspense, mais un derby, c'est toujours de la pré-tactique. Marcus Thuram était sur le banc. Il s'est un peu échauffé à la mi-temps ou avant le match. Mais oui, son absence, en tout cas, a pesé parce que, au-delà de ce qu'il apporte au niveau de la réalisation et des buts, Marcus Thuram, je trouve vraiment qu'il apporte une énergie à tout le groupe, à son vestiaire, à l'impact. C'est vraiment un leader. Moi j'ai assisté à quelques entraînements de l'Inter, tu sais, avant la Ligue des Champions. Là, il y a 10-15 minutes pour la presse. Et tu le vois qu'aujourd'hui, Marcus Thuram a pris une dimension dingue à l'Inter et que c'est évident que Lautaro, aujourd'hui, c'est le capitaine et ça reste un très, très grand joueur. On sait qu'il traverse une mauvaise passe. Mais aujourd'hui, Marcus Thuram, pour moi, c'est vraiment le leader de l'attaque et vraiment l'un des leaders du groupe. Et son absence, vraiment, elle a fait mal, même dans ce qu'il dit, dans ce qu'il transmet. En tout cas, ça, c'est l'avant-match. Ensuite, pendant le match, il y a un facteur aussi important, c'est la blessure de Hakan Çalhanoğlu qui a changé beaucoup de choses et ça rejoindra le discours sur Asllani. Mais on avait déjà vu que cette Inter-là, sans Çalhanoğlu, où elle essaye de bricoler. Alors, il y a Asllani qui fait du poste pour poste. Il y a Zelinski aussi qui essaie de dépanner. Il me semble que c'est contre la Juve, mais voilà, et Çalhanoğlu a pris aussi, lui, une dimension importante dans ce rôle-là. Donc, il y a vraiment une Inter avec Çalhanoğlu et sans, et on l'a vu pendant ce match-là. Après, dans le contenu, c'est évident qu'on était quand même sur deux équipes totalement différentes. Tu l'as dit, Conseil ça est arrivé depuis 2 matchs, donc tactiquement parlant, il a pu préparer très peu de choses en une semaine. Hein. C'était une semaine tout pile ce match-là après sa présentation. Donc à part jouer un peu sur les têtes, ce qu'il a très bien fait tactiquement, il a ajusté un peu, Jiménez à droite pour bloquer Di Marco. Et deux, trois coups qu'il a tenté à juste titre d'ailleurs, parce que ça a plutôt bien fonctionné. Et de l'autre côté, tu avais quand même une Inter qui était largement favorite. En tout cas, c'est le sentiment ici qu'il y avait à Milan et en Italie. Mais c'est vrai que sur le match en général, même en première mi-temps, honnêtement, moi j'ai été assez déçu par le match de l'Inter. Alors, il y a ce but de Lautaro en fin de première mi-temps, mais voilà, c'était un match quand même globalement équilibré et je trouvais que l'Inter était assez lente, était assez poussive, assez fatiguée aussi. J'ai trouvé que dans les rotations, alors parfois obligatoire, parfois non, voilà, on a senti comme une équipe assez émoussée, même dans les courses, dans les efforts. Donc, j'ai trouvé que ça a beaucoup pesé. Après, voilà, quand tu mènes 2-0 et que tu es l'Inter d'aujourd'hui, il faut souligner que l'Inter de Simone Inzaghi ne s'était jamais fait remonter de but. Et en tout cas, n'avait jamais perdu après avoir mené 2 buts. Donc, c'est une grande première. Et déjà, ça en dit long sur la capacité que normalement elle a à gérer. L'Inter, c'est une équipe très mécanique, très automatisée, avec beaucoup de choses assimilées. Moi, ce match à Rome face à Lazio, il m'avait impressionné tant l'Inter avait déroulé. Donc, il y a un côté assez froid dans cette équipe. Et c'est vrai que la voir perdre le contrôle comme ça, un peu aussi, il y avait eu un peu ce genre de physionomie face à la Juve en Serie A, le fameux 4-4. Mais là, c'est vrai que dans une finale où on sait quand même que Inzaghi est assez spécialiste de ces matchs-là, que l'Inter sait les manier. Enfin, je vois pas qui aurait pu prédire à 2-0 que l'Inter aurait pu se faire remonter. Donc voilà. Et pourtant, finalement, au vu de la physionomie du match et au vu de ce qu'on a pu voir, bah, c'est pas totalement démérité pour Milan. Il y a eu la grande question, tu sais, et je vais te la poser. Est-ce que c'est plus l'Inter qui a perdu ou est-ce que c'est Milan qui a gagné? Je t'avoue qu'ici, les avis divergent. Mais au vu de la physionomie du match, on pourrait dire il y avait 2-0, donc forcément, c'est l'Inter qui perd le match quand tu mets 2-0. C'est que forcément, à un moment, tu auras quelque chose. Et sur le 2-2, on se souvient à l'occasion de. Alors, je crois que c'est Dumfries hein, qui frappe sur On Maignan. Fratesi juste avant. Fratesi, exactement. Donc, c'est vrai que l'Inter a raté des occasions pour gagner ce match-là, mais en tout cas, on ne peut pas dire que c'est une victoire volée pour Milan parce que
il y a vraiment eu un match complet, un match plein de la part des Rossoneri. Donc, voilà, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais est-ce que pour toi, c'est plus l'Inter qui a perdu ce match-là, ou est-ce que c'est Milan aussi qui est parvenu à le remporter en renversant déjà les pronostics et en renversant le 2-0? Moi, même si évidemment c'est un mélange des deux, mais je pencherais un peu plus sur Milan qui allait le chercher Je suis parce que d'accord avec toi. Ouais. moi j'ai déjà vu des équipes de l'Inter assez endormies sur les fins de match en menant 1-2-0, un but d'écart, un ou deux buts d'écart. Ces adversaires qui n'avaient pas vraiment envie qui soit se sentaient trop faibles pour aller chercher une victoire, soit qui peut-être manquaient de jus aussi pour aller chercher la victoire. Là, Milan est vraiment allé la chercher plus voilà, au mental qu'à la technique, parce que c'est vrai que techniquement, il y a eu des choses qui ont été dérangeantes, notamment évidemment des deux équipes. Et c'est notamment un point, mine de rien, que j'avais abordé quand on avait fait un space un peu d'après-match. Alors c'est vrai on n'a pas été lucide pendant 90%, mais les 10% lucides qu'on a été lors de ce space après cette finale de Supercopa, Guillaume, où on relevait le fait que c'était très compliqué, mine de rien. Je pense que c'était sous-estimé dans l'analyse, et j'espère que c'était pas sous-estimé pour le staff de Simone Inzaghi, que ce Milan-là était quand même assez illisible au départ de la rencontre, parce que malgré leur match contre la Juventus, en l'ayant quand même regardé, il y avait des choses en tirer, mais quand tu en fais une analyse tactique, il n'y avait pas des choses majeures à en tirer parce qu'il n'y a pas de continuité sur ce match, en sachant que la Juventus a joué d'une manière que l'Inter ne joue pas forcément dans ce même système, avec la même animation, avec le même style de joueur, avec les mêmes styles de déplacement, les mêmes styles de triangle de jeu. Donc c'était compliqué en fait pour l'Inter de se faire une idée de comment Milan allait l'aborder. Alors on connaît les équipes de Conceição, le mental, on va chercher haut, on est agressif, on lâche rien. Mais je pense que c'est quand même un de mes avis où je pense que il n'y a pas eu grand-chose enfin, pas à regarder, mais à travailler vraiment tactiquement du côté de l'Inter d'Inzaghi sur l'adversaire. C'était plus sur son propre jeu où il fallait travailler, Guillaume. Et je pense aussi ça c'était une inconnue qui a favorisé Milan et ça a permis cette surprise en plus d'un Leao qui a décidé de jouer au football sur la deuxième mi-temps et des individualités qui ont eu un peu des insuffisances qu'on leur a connues lors notamment moi ce match-là, il ressemble plus au match contre la Juventus le 4-4 que le match 2-1 perdu contre Milan, où Bissek qui a eu du mal contre la Juve a encore eu aussi du mal à partir de l'entrée de Leao. Le milieu de terrain a changé comme contre le Milan, par exemple. Les ailes, surtout, ont été quasi inutilisées. Et ça a été un problème quand la Juve a commencé à faire sa remontée et que tu as essayé de marquer des buts avant que la Juve mette le 4-4. Tes ailes avaient été mal utilisées comme ce soir. Donc, c'est vrai que Guillaume, Milan a eu aussi cet avantage-là de venir un peu caché et sans montrer vraiment son plan de jeu tactique parce Ouais, qu'il est en train ouais. de naître sous Conceição. De toute façon, comme je te l'ai dit, quand c'est ça est arrivé depuis une semaine tout pile, et en plus c'est une arrivée particulière parce que tu pars en Arabie Saoudite 2 jours plus tard. C'était encore une fois le départ de Fonseca est assez logique au vu de ce qu'on voyait, mais personne ne s'attendait à ce changement à ce moment-là. Donc c'était hyper particulier, le timing il est très resserré. Et comme tu dis, il y a forcément une part d'inconnu et il est évident qu'un coach de la trempe de Conceição t'apporte toujours un espèce d'électrochoc en tout début de parcours en tout cas. Et ce groupe, on avait besoin parce que Fonseca avait perdu, on va pas revenir là-dessus, mais voilà, c'était un groupe, un vestiaire qui était en perdition totale et Conceição est parvenu en peu de temps à resserrer les rangs. Et je te le dis en début de podcast, tu peux pas préparer tactiquement beaucoup de choses en aussi peu de temps, encore plus avec un voyage en Arabie Saoudite, encore plus avec une prépa physique à faire à l'autre bout du monde. C'était hyper difficile pour lui. Il a joué beaucoup sur l'aspect évidemment émotionnel et ça a fonctionné. Donc, il est certain que Inzaghi, il y avait une part d'inconnu pour lui. Mais voilà, quand on connaît l'Inter, quand on connaît sa force, quand on connaît à quel point elle est capable dans ces matchs-là de gérer justement, ce qui est étonnant, c'est qu'elle menait 2-0 et que généralement, elle gère ces matchs-là, elle gère ces
ces scores-là. Et là, vraiment, tu vois, j'ai entendu Lautaro à la fin du match qui disait mais à 2-0, on s'est arrêté de jouer. Je ne suis pas d'accord. Moi, je n'ai pas vu l'Inter qui s'est arrêté de jouer. J'ai vu une Inter plus émoussée. J'ai vu une Inter en difficulté, mais je n'ai pas vu une équipe qui s'est arrêtée de jouer. Sur le 2-2, elle a profité parce que Milan, voilà, joue en 4-2-4, donc l'occasion avec Fatez en fin de match, elle arrive aussi parce que Milan est penche complètement en avant. Mais j'ai pas vu une équipe qui s'est vraiment arrêtée de jouer. J'ai vu une équipe qui est aussi un peu nerveuse, un peu en perdition, voilà, j'ai pas vu les efforts faits par tout le monde. J'ai vu Barella assez nerveux quand il sort parce qu'il a tenu le milieu de terrain lui tout seul. Et j'ai vu aussi forcément alors, on va en parler d'Aslani, mais c'est certain que voilà, il y a quelques changements ceux qui sont entrés n'ont pas apporté l'effet escompté, alors qu'à Milan, oui. Donc oui, en fait, c'était assez étonnant de voir l'Inter comme ça. Généralement, voilà, moi j'ai toujours l'habitude de voir une équipe assez froide, et là vraiment, je l'ai vu un peu perdu, et même s'il y a eu une réaction, voilà, comme tu disais, finalement, c'est Milan qui allait le chercher plutôt que l'Inter qui l'a perdu, parce qu'encore une fois, en première mi-temps, honnêtement, Lautaro marque voilà, dans le temps additionnel sur une erreur de concentration des joueurs du Milan, sur une touche dans le couloir droit, Emerson qui ne suit pas, Tomori qui est un peu étourdi. Donc, et en début de deuxième mi-temps, voilà, une défense du Milan qui défend très mal et Tarini qui en profite. Donc, je ne sais pas si l'Inter s'est arrêté de jouer, mais elle a montré des failles assez étonnantes pour une équipe de cette trempe-là. Parce que pour moi, aujourd'hui, l'Inter fait partie des meilleures équipes du monde. Elle a largement prouvé. On parlait d'une équipe qui a survolé les championnats l'année dernière, qui a fait une finale de scène il y a 2 ans, qui gagnait les Supercoupes depuis 3 ans maintenant. Enfin, c'est une équipe qui est rodée, qui a le banc, qui a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, elle fait partie quand même des favorites pour sa propre succession, et c'est totalement logique. Mais c'est vrai que voilà, on voit quelques failles pendant cette saison. On l'a vu contre la Juve, on l'a vu là, où parfois, quand ça tangue un peu, c'est vrai que l'équipe se liquéfie, et voilà, j'ai vu l'équipe en difficulté, et j'ai vu aussi un entraîneur qui n'a pas su trouver les bonnes clés ou les bonnes réponses à apporter à certains moments du match où c'était un peu plus tendu, et honnêtement, quand Milan a marqué le 2-1, après, on a senti que ça pouvait vite arriver, mais après, Inzaghi n'a pas tort quand il dit que oui, il y a eu la tête de Carlos Augusto qui rebondit plus dedans que dehors. Ça se joue à des détails. Mais en tout cas, oui, Milan n'a pas volé sa victoire, loin de là. Et l'Inter peut s'en vouloir. Mais c'était quand même dans l'air. Et de ce que j'ai lu quand même dans la presse italienne, ouais, c'est surtout l'Inter qui a été un peu méconnaissable quand même. Elle a quasiment tout donné contre l'Atalanta en pensant que c'était un peu une finale avant l'heure. Et arrivant en finale quelques jours après. Et on rappelle que l'Inter avait un jour de repos en plus. Donc physiquement, elle aurait dû être un peu plus fraîche, un peu plus vaillante. Et finalement, même au niveau du caractère, ça a été tout l'inverse. Moi, j'aurais une interprétation. Alors, je n'ai pas dans la tête de Lautaro, mais j'aurais une interprétation à donner. Guillaume, tu me diras ce que tu en penses sur ce qu'a dit Lautaro. On s'est arrêté de jouer. Et c'est ce que j'en parlais en space. Pour moi, ce qui veut dire par on a arrêté de jouer, on a arrêté de jouer notre jeu. Et c'est vrai que les occasions que se procure l'Inter, c'est dans une manière de les avoir qui n'est pas propre à l'Inter, où c'est vraiment, entre guillemets, du Euro football, ou même d'ailleurs Milan, comme on joue Milan aussi en deuxième période, on est plus proche évidemment du Euro football que d'une tactique maîtrisée. Et notamment l'occasion de Fratesi, celle qui suit par Dumfries, Carlos Augusto aussi. En fait, c'est des actions qui partent très vite en transition, sans vraie préparation, où mine de rien, il y a les joueurs qui se trouvent ici. C'est pas dans des schémas bien pensés où le joueur qui est ici, il est là justement parce que le schéma fait en sorte qu'à un moment donné, il sera positionné comme ça. Et je pense, c'est peut-être ce que veut dire Lautaro par on a arrêté de jouer, où il y a eu, en fait, on a arrêté de jouer notre jeu, et notamment, on sait que le thermomètre de cet Inter, c'est le milieu de terrain, et en fait, plus les minutes avançaient, Guillaume, tu avais déjà perdu Çalhanoğlu, Aslani, qui au moins tenait à peu près, était en tout cas pas catastrophique jusqu'à la fin de la première mi-temps. La deuxième mi-temps, on a vraiment vu que le niveau commençait sérieusement à baisser. Ensuite, Mkhitaryan sort, Zielinski le remplace. Zielinski essaye de faire ce qu'il peut, mais Mkhitaryan, c'est quand même Mkhitaryan. Et ensuite, pour moi, c'est le coup de massue. Et comme par hasard, tu changes un milieu, tu prends un but, tu changes un autre milieu, encore un but. Donc, quand Barella est sorti, le troisième but était limite
prévisible parce que là, tu allais changer tout ton milieu de terrain, encore une fois, comme contre Milan, et ça t'avait déjà coûté le match, bah, ça t'a recoûté le match aujourd'hui. Et, euh, et je pense que c'est une leçon pour Simone Inzaghi sur les prochaines semaines, que pour moi, à part dans des matchs comme voilà, Venise, Coupe d'Italie, mais encore Coupe d'Italie, tu me diras, t'affrontes la Lazio, pour moi, le milieu de terrain, tu ne peux plus sortir les trois joueurs dans un match, si ce n'est un match où tu mènes 3-0, 4-0 face à Venise, Empoli, Monza, ce genre d'équipe, parce que dès que tu sors tes trois milieux de terrain face à des équipes confirmées, face à des grosses équipes, tu l'as payé deux fois contre Milan. Contre la Juve, tu n'es pas loin aussi de le payer. Tu n'avais pas sorti l'intégralité du milieu, mais tu n'es pas loin aussi de le payer sur ça. Donc, c'est vraiment le thermomètre de ces équipes, Guillaume, le milieu de terrain. Donc, je pense que c'est peut-être une des explications de ce que voulait dire Lautaro quand il pensait d'arrêter de jouer. On a arrêté de jouer le football qu'on a l'habitude de jouer depuis plusieurs mois. Alors, je vais être l'avocat du diable, mais Inzaghi te répondrait. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de compétitions. L'Inter joue, on le rappelle, le mondial des clubs en fin de saison. Il faut tourner et que si malheureusement tu fais jouer toujours les mêmes, et ben à un moment, bah, on le voit avec Çalhanoğlu cette année où c'est un peu plus compliqué au niveau des blessures. Barella, il faut aussi le gérer, il a été blessé cette saison. Pour toi, si je comprends bien, c'est que les solutions du banc sont pas à la hauteur. Alors, finalement, évidemment, si les gens sont sur le banc, c'est qu'ils sont pas à la hauteur des titulaires, mais pour toi, il y a un trop gros gap, une trop grosse distance entre les titulaires et les remplaçants, c'est ça? Le seul joueur qui peut intégrer cette équipe titulaire sans que le niveau chute, c'est Zielinski. Je pense qu'au fur et à mesure qu'il rentrera, en plus on l'a vu, il a performé dans des matchs de Ligue des Champions, il a joué avec le milieu titulaire et on n'a pas vu la différence quand Mkhitaryan était moins bon en première partie de saison. Zielinski a pu le suppléer sans qu'on voit. Et on va parler en plus bah, justement des deux juste après, enfin, notamment d'un. Mais Aslani, le gap avec Çalhanoğlu est monumental. Vraiment, là, c'est littéralement des années-lumière d'écart Alors qu'il y avait de il y avait quand différence. même une belle attente autour de Aslani. J'étais quand même des choses assez positives sur lui. Pour vous, c'est vraiment une grosse déception. Moi, là, on entame sa troisième saison et il n'y a aucune progression, que ce soit dans la partie défensive et que ce soit dans la partie offensive. C'est vrai, comme Gualtiero qui nous le répète souvent, c'est vrai que c'est un joueur qui jouait Regista Empoli, mais déjà qui a un style de Regista totalement différent de ce que fait un Regista à l'Inter, et qui aussi a pas mal joué deux fois Mezzala. Donc, il y a aussi cette variable à prendre en compte. Et aussi, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut tirer ce constat-là. Il y a des joueurs qui sont recrutés par la Juve, par le Milan, par le Napoli, par l'Inter, qui ne sont pas à la hauteur de ces équipes-là. Et je pense qu'Aslani en fait partie. Pour moi, Fratesi, on en reparlera plus tard, mais peut jouer, peut-être pas titulaire, mais en tout cas un impact player de ces équipes-là, Milan, Inter, Juve, Napoli. Mais déjà, le caractère est pas bon là, sur les dernières semaines. L'attitude est pas bonne. Et surtout, le jeu avec ballon de Fratesi est problématique. Surtout que moi, c'est un joueur que quand même j'apprécie énormément à Sassuolo. Mais Aslani, pour moi, c'est vraiment une question de niveau où ça serait très bien pour jouer potentiellement titulaire au Torino, à la Fiorentina, à Bologne, ce genre d'équipe où la pression est moindre et tu es aussi accompagné par d'autres joueurs de qualité à peu près de ton niveau. Pour moi, l'Inter, le gap est trop, même en tant que remplaçant. Et tu vois, Guillaume, je me faisais enfin, je me faisais un peu le jeu quand Çalhanoğlu est sorti. Je me suis surtout fait ça en deuxième mi-temps. Prenez à chaque fois les phases de relance basse de l'Inter, donc à partir de Sommer. Et il y en avait une justement qui m'avait marqué, où donc relance basse à partir de Bastoni. Morata va chercher, on va dire, De Vrij, donc qui est placé dans une ligne à 3. Et ce qu'Esclani a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une fausse défense à 4, enfin une fausse défense à 4 où il s'est intégré dans le milieu à 4 pour continuer une sorte de possession stérile. Et l'Inter menait, je crois, à ce moment-là encore 2-0. Donc elle ne servait pas à grand-chose à part faire tourner le ballon alors que Milan venait agresser. Donc il y a beaucoup de... Et je me suis fait la remarque tout le long, même sur les dernières semaines, Guillaume, où quand tu te dis Çalhanoğlu, où est-ce qu'il se serait mis sur cette sortie de balle? Tu te dis, il se serait mis là, et Aslani, où est-ce qu'il se met? Ben, il se met pas à la position où Akan se met, ce qui fait pas progresser le jeu. Et défensivement, en plus, il ne coupe pas tellement de transition sur ça. Donc,
c'est plutôt compliqué. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, d'Asllani, vu qu'on est encore sur la partie Supercopa, Guillaume, Écoute, on peut entamer enfin cette partie Christian Asllani. Mais moi, je pense que moi, j'ai été tranché sur le joueur depuis déjà quelques semaines. Déjà cet été, moi, j'étais pas forcément contre un départ. Mais là, on en est à la 3e saison. Aucune progression, voire même de la régression sur certains aspects du jeu. Moi, je pense que on a donné toute la chance, on a attendu tout ce qu'on pouvait avec Asllani, on lui a donné toutes les chances nécessaires. Maintenant, bon, c'est la vie du football, Guillaume. Il y a des joueurs qui sont pas faits pour jouer à l'Inter, même en tant que remplaçant. c'est certain, tu vois, je regardais le temps de ton propos quand Asllani est arrivé, il arrive en 2022. Donc c'est certain que arriver dans une équipe comme ça qui est déjà rodée, où voilà, comme je t'expliquais, les automatismes sont faits, où Inzaghi est vraiment un très grand entraîneur. Moi, Simone Inzaghi, c'est vraiment un coach que j'apprécie beaucoup. C'est certain que c'est pas évident. C'est un joueur qui joue à Empoli. Il a fait une saison pleine, mais il y a un gap à passer. On voit, après, Calhanoglu est tellement exceptionnel dans son rôle de numéro 6, dans sa réinterprétation du rôle, que c'est compliqué, hein, et même pour Asllani, hein, d'endosser cette responsabilité-là, c'est compliqué. Après, là où je te rejoins, c'est sur certaines phases de jeu, hein, notamment le 3e but, par exemple. Pour le coup, c'est uniquement de l'attention, c'est de la concentration, c'est des choses assez basiques. Et pour moi, ça, c'est aussi un discours qui rejoint Frattesi. On en parlera tout à l'heure, mais euh, quand tu rentres en jeu, on sait que c'est pas évident. Alors, Frattesi, il rentre en fin de match et Asllani, par la blessure de Tchala, il rentre en première mi-temps beaucoup plus tôt. Mais Asllani, on a vu qu'il a jamais réussi vraiment à reprendre les clés du terrain. Et tu sais, si Mkhitaryan aussi joue autant de matchs, alors qu'il a quand même son âge, c'est aussi parce que Simone Inzaghi est de ton avis, c'est que c'est compliqué de toucher au milieu de terrain parce que c'est la zone névralgique d'une équipe et que elle est trop importante, cette zone-là pour l'Inter. Mais c'est sûr qu'Asllani a déçu les attentes parce que quand elle a été recrutée, c'était quand même dans l'idée de lui donner du temps de jeu et qu'il soit on va dire une alternative on va dire plausible et fiable à certains joueurs, à certains milieux de l'Inter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que le gap est important. Donc, après, j'ai pas encore lu ni de rumeurs de départ ou des rumeurs de transfert. J'ai l'impression quand même que la confiance est maintenue et qu'il y a vraiment une volonté de le faire progresser, de croire en lui. C'est un joueur qui a 22 ans, donc il a encore du temps devant lui et je pense vraiment que l'Inter veut le faire grandir et veut miser dessus. Alors, s'il part l'été prochain, tu pourras sortir l'extra en disant bah non, mais j'ai quand même l'impression que l'Inter y croit vraiment. Après, c'est certain que lui doit faire mieux, doit faire plus. On lui demande pas de faire du Calhanoglu quand il rentre, on lui demande de faire du Asllani. Il a montré des belles choses sur quelques matchs, sur quelques entrées où vraiment on a vu ses qualités, on a vu son talent. On voit que c'est un joueur qui a du ballon. Mais c'est vrai qu'il lui manque encore la petite chose pour lui faire passer ce cap, pour être vraiment une rotation fiable, hein, que Inzaghi puisse se dire bah là, je peux le faire jouer en Ligue des Champions, le faire jouer en Serie A, parce qu'à un moment, il faut faire tourner. T'as pas le choix. T'as l'Inter à la Coupe d'Italie, la Ligue des Champions, la Serie A. Il y a eu la Supercoupe, le Real Mondial des clubs. Tu dois faire de la rotation. Encore une fois, on va parler de Frattesi juste après, mais c'est certain qu'Asllani aujourd'hui, dans la rotation, bah, tu le mets quand on a besoin plus que par envie. Donc, je pense que Inzaghi a toujours confiance en lui, mais je pense qu'il s'attend aussi à mieux. Et je pense aussi qu'il le dit dans le vestiaire, bah voilà, les axes qu'il a améliorés. Et pour le coup, Simone Inzaghi a quand même cette capacité à toujours faire progresser des joueurs. Et je pense il est capable de le faire progresser. Après, c'est aussi aux joueurs de répondre présent. Et sur cette finale-là, quand tu as l'opportunité de rentrer en jeu en première mi-temps, début de première mi-temps, quand tu as un se blesse, tu dois faire beaucoup mieux. Et malheureusement, il n'a pas été bon du tout. Et d'ailleurs, c'était le joueur le moins bien noté sur la Gazette, qui elle aussi a été déçu de sa prestation. Après, Guillaume, aussi sur Asllani, tu parlais de bonne performance. Moi, la meilleure équipe contre qui Asllani a fait une performance, c'est l'Udinese en Coppa Italia. Sur les 3 saisons, j'ai aucune performance mémorable contre. Je l'ai même pas demandé. On va même pas demander la Juve, le Napoli ou le Milan. Mais moi, j'ai pas de performance mémorable, même des entrées en jeu convaincantes face à la Fiorentina, face à Bologne, face au Torino, face à la Roma, face à la Lazio. Moi, j'ai même pas ce genre de performance où tu te dis, ah, quand même, contre cette équipe-là, il a fait 20 dernières minutes vraiment pas mal, vraiment convaincante, où on peut espérer quelque chose.
souvent, c'est voilà, l'Udinese, Empoli, Monza, on va dire, la Salernitana, voilà, ce genre d'équipe quand il a joué contre eux. Donc, c'est pour ça que je pense franchement que on en est à la fin de cette saison, on sera à la troisième saison où Aslani a été recruté. En plus, il a été recruté en été. Euh, Elle était 2022. 2022-2023, finale de Ligue des Champions. 2023-2024 avec le Scudetto. Bon, même lorsque l'Inter a eu quand même un succès, soit on va dire partiel avec la finale de Ligue des Champions parce que t'es pas allé au bout, soit complet avec le Scudetto, normalement c'est dans ce genre d'équipe qui est en ascension que les joueurs, ces jeunes joueurs-là justement peuvent progresser. Alors certes, à un moment donné, Aslani, notamment dans la première saison, a eu peu de temps de jeu. Il a eu quand même un peu plus, il a eu quand même plus de temps de jeu aussi sur la deuxième saison, ce qui avait été réclamé. Et là, sur la troisième saison, avec tous ces matchs-là, mine de rien, il a eu quand même pas mal d'occasions. Et moi, franchement, Guillaume, alors j'avais vu qu'une info de Nicolo Schiera qui parlait que l'Inter aurait refusé une belle offre de PL pour Christian Aslani. Donc, après, il faudra voir la fiabilité de l'information. Mais voilà, si cet été, une équipe, je dis au pif, une équipe de PL, style Ipswich, Bournemouth, qui peut peut-être un peu plus correspondre dans un jeu un peu plus Toi, de tu le ballon. vendrais. Ah oui, moi, si une offre de 15 millions d'euros arrive, à 15-20 millions d'euros, moi, il part directement cet été. Peut-être pas cet hiver parce qu'on n'a pas le temps de le remplacer et puis surtout, il faut trouver une alternative fiable. Mais je pense que Aslani, on a assez attendu et qu'à un moment donné, justement, tu parlais justement de l'Inter comme l'une des meilleures équipes au monde. Le degré d'exigence monte, même chez les remplaçants. Et si tu regardes en Europe, tu prends Aslani dans toutes les autres équipes d'Europe, on va dire les autres meilleures équipes d'Europe, tu en enlèves, on va dire peut-être le Real, le Bayern, qui est dans le style des meilleures équipes d'Europe. Euh, Déjà, évidemment, qu'il ne joue pas titulaire, pour moi, il est même pas sur le banc de certaines équipes, mais sur le banc d'autres équipes. Par exemple, on va dire, je peux prendre une équipe récente, mais qui performe pas mal comme le Bayer Leverkusen. Même dans une équipe comme le Bayer Leverkusen, Guillaume, pour moi, il est vendu par une équipe comme le Bayer Leverkusen s'il fait les 3 saisons qu'il a faites chez nous. Et pour dire une équipe qui est quand même moindre en statut, il fait pareil à Dortmund, pour moi, il est vendu. Il fait pareil à l'Atlético Madrid, pareil, il est vendu. Donc je pense que le degré d'exigence, on l'a appliqué, je pense, au niveau des titulaires, où mine de rien, les titulaires performent et sont plutôt réguliers. Et maintenant, ce degré d'exigence, il doit s'appliquer sur le banc, notamment où des mecs comme Correa, Arnautovic, Aslani doivent partir parce qu'à un moment donné, pour certains, pour certains, ils n'auraient jamais dû venir, mais pour d'autres, comme Aslani, on a vu ce qu'ils ont pu faire, on a vu que c'était pas suffisant et voilà, bon, malheureusement, bah, ça existe, il y a des joueurs qui sont pas au niveau de certains clubs et qui, je pense, ont fait leur temps au club avec 3 saisons pour aller rebondir, Guillaume, dans des clubs qui lui conviendront mieux. Parce que même pour Aslani lui-même, jouer toujours, entre guillemets, t'as vraiment l'impression qu'il joue avec la pression, ou s'il perd un ballon, entre guillemets, ça va lui retourner sa maison à Milan. S'il Ou fait alors le moindre l'envoyer en mauvais prêt, contrôle, peut-être l'envoyer en prêt 22 ans, tu vois, peut-être l'envoyer en prêt une même saison, voire. après, après, là, il a encore une belle cote, il a encore 22 ans, il a une belle cote sur le marché. Je pense que tu peux quand même encore sauver les apparences pour une quinzaine de millions d'euros, même en Serie A, hein, c'est une équipe de Serie A, tu vois, je parle de Bologne, la Fiorentina, le Torino, ce genre Vous d'équipe, l'aviez s'ils acheté veulent. combien? Alors, c'était un accord à 4 millions de prêts, 10 millions Oui, d'obligations d'achat et 2 millions de bonus. Donc, c'était à 16 millions d'euros. voilà, 16 millions grosso d'euros. modo, sur les 16 millions Oui, d'euros. donc si tu Donc, veux le vendre, tu peux voilà, retomber encore, c'est vrai. C'est vrai. c'est ça. Une quinzaine, moi, je pense qu'il a encore la cote, une quinzaine, une vingtaine de millions d'euros. Serie A, il peut avoir encore la cote. Dans d'autres championnats, il peut, voilà, bon, peut-être pas une truc, mais une belle équipe de Ligue 1 aussi peut se laisser séduire par son jeu avec ballon pour le faire jouer peut-être en mezzala. Peut-être aussi que son rôle, c'est pas Regista, que c'est mezzala. Mais après, même en mezzala, pour moi, c'est un mezzala de bon niveau, mais c'est pas non plus, on va dire, au niveau, par exemple, d'un Fratesi, ou Fratesi, c'est un cas différent, Guillaume. Mais Oui. je pense que voilà,
il y a Et eu si on assez de parlait de chance. Fratesi d'ailleurs, parce que je sens que Fratesi, c'est un argument aussi qui est assez chaud chez vous. C'est ça. Ah bah Fratesi pour passer sur lui. Et d'ailleurs, Guillaume, j'aimerais bien avoir ton avis sur Fratesi, parce que moi, personnellement, Ouais, c'est un joueur que j'aime que j'aime beaucoup depuis son passage à Sassuolo sous De Zerbi. Même sous Dionisi, d'ailleurs. Je pense que c'est souvent, on parle souvent de Fratesi sous De Zerbi, mais mine de rien, il a fait plus de saisons sous Dionisi. Et je trouve qu'il, dans ce nouveau système, parce que du coup, il jouait souvent aussi, enfin, il avait un peu implémenté aussi le 4-3-3 avec Fratesi en relayeur, plus que dans un double pivot avec Locatelli comme De Zerbi. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, notamment par cette qualité de course c'est vraiment un joueur box-to-box au sens même du terme. Son aspect avec ballon, on savait qu'il était à travailler depuis ces années Sassuolo. Moi, quand l'Inter le prend, moi, je trouve quand même que c'est vraiment un bon coup. Peut-être un peu cher, mais bon, tu me diras, il y avait quand même le jeune Mugliacelli qui rentre aussi dans l'opération pour faire diminuer le coût. C'est vrai que la première saison, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu aussi. C'est aussi quelque chose qu'il faut mentionner. Là, sur cette deuxième saison, mine de rien, il en a quand même un peu plus. Et mine de rien, le traitement, Guillaume, est quand même un peu intéressant parce que même si Zinedine joue quand même un peu plus que Fratesi, il joue pas non plus comme ce que Zinedine on connaît de lui, notamment au Napoli, Guillaume. Et quand tu remarques bien, on a des infos du coup qui sortent comme quoi Fratesi est malheureux de son temps de jeu, il veut partir, si possible, à la Roma pour retrouver ses terres de formation. Et de l'autre côté, Zelensky, pas d'infos qui sortent sur un mécontentement sur son temps de jeu, alors que peut-être lui, il serait plus à même de réclamer un temps de jeu supérieur au vu de son statut et de ce qu'il a prouvé sur les dernières années, Guillaume. les dernières nouvelles, c'est le prix de 45 millions d'euros. On sait que la Roma est très intéressée par son profil, parce qu'évidemment, la Roma et Fratesi se connaissent bien. La Roma le recruterait bien. Après, mettre 45 millions d'euros, ça paraît très compliqué pour la Roma à avoir, s'il pourrait avoir des deals avec Cristante ou autre. Mais 45 millions d'euros en janvier, en tout cas, c'est hyper compliqué pour n'importe quel club. Moi, ce qui me. En fait, c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi, notamment avec la nationale. On voit vraiment que c'est un super joueur d'insertion, qui est très intelligent dans le timing. C'est vraiment un bon joueur. Et tu vois, ce que je trouve symbolique, c'est que tu te souviens au début de saison, notamment à Gênes, où il exulte contre la vitre, où il avait vraiment cette voix, il y a cette grinta qui le caractérise. Il y a un an tout pile quasiment, et symboliquement d'ailleurs, il a marqué le but face à l'Hellas, ce match complètement dingue, avec Henry qui rate un penalty à la fin et Fratesi qui marque juste avant le but du 2-1, où ils montent sur la barrière avec la Rota, où ils exultent comme des fous. Et en fait, j'ai vraiment l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses toi, et tu vas me le dire, j'ai vraiment l'impression que même quand Fratesi est rentré en Supercoupe, c'est comme s'il était un peu déconnecté. C'est comme si j'ai pas revu le Fratesi avec l'envie, avec le l'hargne, même dans les derbies. Hein. Je me souviens le derby où l'Inter gagne 5-1, où Fratesi va un peu chambrer, mais ce qui est normal dans un derby où il fait signer avec les doigts. Et là, vraiment, j'ai vu un Fratesi qui est mal rentré. Son occasion, il y a un an, il la mettait. Et là, il la met pas. Déjà, ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille. Et même dans son attitude, dans son engagement, dans son regard, dans son langage corporel, j'ai vraiment l'impression d'un joueur qui est déçu de son temps de jeu. Parce que, avec ce qu'il montre en sélection, lui-même s'estime un peu plus légitime de devenir un titulaire en puissance avec l'Inter et visiblement, il n'y arrive pas. En tout cas, Inzaghi ne lui donne pas autant de temps de jeu que lui l'aimerait. Mais en tout cas, voilà, moi, je vois vraiment une différence dans ses entrées de jeu. Et quand je pense au Fratesi de l'Hellas et au Fratesi du début de saison à Gênes, voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une espèce de déclic dans son mental où vraiment là, on a l'impression qu'il veut partir, que son agent va pousser pour qu'il parte, alors pas à 45 millions d'euros. Mais en tout cas, je me demande si en arriver là, aujourd'hui, ce serait même pas plus bénéfique pour les deux parties parce que si Fratesi reste et qu'il traîne un peu son spleen, ça pourrait être contre-productif pour lui et pour l'Inter. Si après l'Inter arrive vraiment à le remotiver, pourquoi pas. Mais dis-moi toi ce que tu en penses sur son entrée en jeu. Moi vraiment, je ne dis pas qu'elle m'a marqué, mais elle m'a déçu. C'était vraiment pas le Fratesi que j'ai connu quand il est entré avant.
où vraiment, tu vois, il y a un joueur qui avait envie de tout casser, qui tenait au maillot, qui tenait à tout. Là, je l'ai trouvé un peu évasif, un peu pas vraiment là. C'est vrai. Bah, il a son occasion, mais sinon, comme je le mets là sur la diapo, le Milan, évidemment, logiquement, laisse traîner un deuxième ballon sur l'aire de jeu, donc pour faire perdre encore quelques secondes. Fratesi, en plus, Taremi lui dit de sortir le ballon et lui-même remet le ballon vers Maignan pour accélérer la remise en jeu. Et c'est toute l'attitude qui diffère. Et vraiment, le comparatif est entre guillemets parfait, Guillaume, parce que Taremi, pareil, un joueur qui en manque peut-être de temps de jeu, même s'il joue un peu plus, et encore, voilà, il n'a pas toujours été préféré, notamment pour les entrées en Serie A, mais on a un joueur qui s'est donné du début à la fin du match, et t'as Fratesi, qui est beaucoup plus jeune, qui, mine de rien, certes, a performé avec la Nationale, mais a pas non plus, on parle pas non plus d'un joueur comme Tonali, Guillaume. On parle pas d'un joueur qui a les références que pouvait avoir, par exemple, aussi un Tonali au Milan. Il sortait quand même de Sassuolo, c'est parfait avec la Nationale, ça marquait les buts, mais on n'est pas sur ni le statut de Zielinski, ni le statut, par exemple, qu'un de ses coéquipiers comme Tonali pourrait avoir du même âge. Et justement, donc cette diapo l'illustre bien, pardon. Tomori, je crois que met le deuxième ballon sur le bord du terrain et lui, il passe tranquillement, en se replaçant, en trottinant, vraiment en ayant rien à faire. Et c'est vrai que cette attitude est très dommageable. Donc, c'est-à-dire que tu Et as je crois Aslani qu'après, qui termine. Taremi lui dit d'enlever le ballon. Et tu vois, lui, il ne le regarde pas. Du coup, c'est Taremi qui va l'enlever. Justement, j'avais posé la question aujourd'hui à notre très cher ami Cédric Canalé sur Oui, sur Cédric qu'on combien, entre adore guillemets, et qu'on embrasse. Cédric qu'on aime beaucoup, qui est encore plus à charge sur Aslani que moi, faut le faire quand même. Donc j'ai pu voir sa vidéo débrief où il est plus à charge sur Aslani que moi. Mais justement, je lui avais demandé combien, entre guillemets, à partir de quelle somme faudrait vendre Fratesi pour que l'Inter économiquement soit positif par rapport à l'amortissement qu'il y a eu, le coût de transfert. Et il m'avait dit que voilà, à partir, entre guillemets, si l'Inter vendait Fratesi au-delà de 22 millions d'euros, l'Inter sera en positif sur son amortissement, sur le coût du joueur actuellement. En sachant que pour moi, voilà, 25 millions d'euros, c'est quand même bien faiblard. Je pense que le joueur a quand même encore une belle valeur marchande. Voilà, vers les 35-40 millions d'euros, je pense que c'est quand même le juste prix pour le vendre. Par contre, moi, Guillaume, je te dis honnêtement, surtout que vu que j'ai dit que j'aimais bien le joueur, ça m'arrangerait, je pense que ça arrangerait aussi pas mal de supporters de l'Inter, si le transfert pouvait se faire notamment en première ligue pour éviter de retrouver Fratesi dans le championnat italien. Alors je sais qu'il faut qu'on garde les meilleurs joueurs chez nous, mais c'est vrai que même si la Roma n'est pas un concurrent direct, et surtout qu'on ne sait pas s'il n'y a que la Roma qui le veut, on ne sait jamais si une équipe comme le Milan ou la Juventus, ne sait-on jamais, Guillaume, souhaite acquérir un joueur comme Fratesi. Ce ne sera pas la première fois qu'un joueur quitte l'Inter pour rejoindre soit le Milan, soit le Juventus, voire même le Napoli, hein, avec Conte, Guillaume. Ça m'embêterait quand même de vendre, alors c'est pas un concurrent direct, la Roma, mais ça m'embêterait de vendre Fratesi quand même à une autre grosse équipe italienne. C'est vrai que bon, si Tottenham pouvait arriver avec une quarantaine de millions, par exemple, cet été, parce que c'était une des équipes qui semblait intéressée par le profil de Fratesi, et qui accumule d'ailleurs pas mal d'Italiens ces derniers temps, Guillaume. Je trouve, alors je sais pas ce que tu en penses, même si pour le championnat italien ça sera moins bon, mais je trouve que pour l'Inter en elle-même, vendre Fratesi en PL, ça sera plus lucratif. Je vois ce que tu veux dire. On va pas se mentir, dans l'idéal, si l'Inter gardait Fratesi, ça arrangerait Inzaghi parce que Fratesi, c'est un atout. Après, voilà, il faut voir dans Un quelles Fratesi conditions. alors. Le Fratesi qui veut jouer Oui, exactement. Et qui se voilà, plaint pas à la Gazzetta qu'il manque de temps. exactement, c'est ce que j'allais te dire. Mais avoir quelle Fratesi? Si c'est le Fratesi de la Supercoupe, non. Autant se séparer, autant, voilà, autant prendre l'air chacun de son côté. Après, en prêt pour un joueur du calibre quand même de Fratesi, à voir si c'est possible. Je pense que si l'Inter venait à s'en séparer, je pense que dans leur idée, ce serait quand même de s'en séparer définitivement, dans le sens où un joueur comme Fratesi, international italien, l'envoyer en prêt et le récupérer dans 6 mois ou un an, c'est assez compliqué pour un joueur de cette dimension-là. Après 45 millions, ça me paraît encore. Enfin, si le transfert venait à se faire, si je devenais un peu à spéculer dessus, voilà, comme je te disais, je sais pas, 20 millions plus un joueur, voilà, ça pourrait se finir comme ça dans l'idée, mais c'est de la pure spéculation, j'ai pas d'informations là-dessus. Mais
dans l'idéal, il faudrait que l'Inter garde Fratesi. Voilà, tout dépend lequel. Ensuite, comme tu dis, le vendre un concurrent direct, non. Renforcer le Napoli, renforcer. Alors, la Roma, c'est encore autre chose que Fratesi, et la Roma ont un lien particulier, et la Roma n'est pas en course pour le titre. Donc, à la limite, je pense que l'Inter pourrait l'envisager. Mais encore une fois, il faudra encore trouver les conditions. Donc, il y a beaucoup de choses. Voilà, les pièces du puzzle ne sont pas du tout encore à leur place. Donc, pour l'instant, c'est qu'une idée. L'Inter a fixé le prix, je pense, assez volontairement, assez haut pour pouvoir peut-être un peu le baisser ensuite. Après, comme tu dis, hein, Fratesi, c'est un très bon joueur. C'est un international italien qui marque beaucoup en sélection et qui a sa cote. Hein. Ce n'est pas un joueur qui vaut 10 ou 15, hein, c'est un joueur qui vaut beaucoup plus. Le problème, c'est que 45 en janvier, c'est certain que c'est compliqué. C'est compliqué. Et encore une fois, si l'Inter venait à le vendre, encore faudrait le remplacer. Donc, trouver un joueur de ce calibre-là, capable de s'adapter aussi vite et capable de comprendre un peu ce que veut Inzaghi, il faut aussi du temps. Donc c'est pas évident. Mais c'est un dossier très chaud, très brûlant. On en parle beaucoup ici en Italie. Et oui, c'est un dossier à surveiller parce que je pense que l'agent de Fratesi va pousser pour trouver une solution. Fratesi lui-même, je pense avoir trouvé du temps de jeu ailleurs. Est-ce que l'Inter, de toute façon, l'Inter a les clés en main. Hein, c'est elle qui fixe le prix, fixe les conditions. Mais si le joueur aujourd'hui pousse pour partir, c'est sûr que ça va être compliqué de continuer cette deuxième partie de saison ensemble. Et encore une fois, le Fratesi de la Supercoupe, c'est pas un Fratesi qui sert à cet Inter-là, pour le coup. C'est d'ailleurs qu'il ne sert pas lui-même son propre cas, parce Oui, que demander exactement. plus de temps de jeu et arriver avec cette entrée, c'est pas fou. Après, moi, c'est vraiment un sentiment. Je pense que la séparation, si j'ai du mal à l'avoir en hiver, je pense qu'elle se fera en été, parce que au vu, faut voir un peu aussi à quel point l'Inter est vraiment intéressé pour amener un joueur comme Nico Paz, mais qui d'ailleurs correspondrait bien au standard technique que veut Simone Inzaghi. Fratesi, son statut, même l'été prochain, dans la nouvelle saison, parce que Mkhitaryan aura toujours un an de contrat, même si je pense qu'il verra son temps de jeu un peu diminuer, et Zielinski verra son temps de jeu augmenter. Peut-être le grand gagnant de l'été prochain s'appelle plus Zielinski que Fratesi pour moi, Guillaume. Donc son statut va pas vraiment changer la saison prochaine, parce que je pense que Mkhitaryan finira sa dernière année de contrat. Donc, je pense que la séparation, pour moi, est inévitable cet été. Et si, du coup, elle arrive cet été, ce qui fait une grande plage horaire mercato, et ce qui fait aussi que, notamment, les clubs anglais qui sont friands ces derniers temps de joueurs italiens pourront s'insérer dans la course. Et L'été, surtout voilà, qu'à la l'été, Roma, c'est beaucoup plus simple. L'été, c'est beaucoup plus simple, pour le ça. coup. Et surtout que moi, à la Roma, je pense que j'ai pas besoin de donner mon avis sur une potentielle arrivée de Cristante au poste de sentinelle. Et que le deal Lorenzo Pellegrini, même si Lorenzo Pellegrini est un joueur que j'aime beaucoup, ne correspond pas déjà au profil de joueur que veut Octree. Et dans le style, tu as un joueur comme Zilinski qui est assez similaire, de ce joueur qui peut aussi être décisif dans les derniers mètres. Donc, si tu n'avais pas Zilinski, j'aurais dit que Lorenzo Pellegrini pourrait être une option viable potentiellement, mais avec un joueur comme Zilinski, tu peux pas te permettre d'avoir sur ton banc et Pellegrini Zelensky, déjà d'un point de vue masse salariale, et tu vas te retrouver avec les mêmes problèmes de temps de jeu, où Pellegrini, jeu conséquent, titulaire, tout ça. Donc, un départ de Fratesi pour une arrivée de Nico Paz cet été. Nico Paz, qui est, on va dire, le nom peut-être le plus cité au milieu de terrain, Guillaume, serait le plus pourrait être, on va dire, le scénario le plus probable, parce que Zielinski, je vois pas un changement, à part si tu penses différemment, Guillaume, je ne vois pas un changement majeur pour la saison 2025-2026 pour Fratesi s'il reste à l'Inter, Guillaume. Faudra voir parce que tu sais, c'est aussi des cycles. Simone Inzaghi le sait. Est-ce qu'il faudra injecter du sang frais? Est-ce qu'il faudra changer des choses? Est-ce qu'il faudra apporter des modifications à son système, à ses joueurs? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, notamment aussi quand on va se dérouler cette saison en Ligue des Champions, où pour moi l'Inter a vraiment une carte à jouer. En Serie A, le Mondial des clubs, il y a tellement de facteurs à prendre en compte que se projeter déjà sur l'été prochain, c'est difficile. Après, tu vois, l'Inter pourrait très bien promettre un poste de titulaire à Fratesi la saison prochaine contre le départ, je ne sais pas, de tel ou tel joueur, mais comme tu l'as justement dit, c'est compliqué d'envisager ça. Mais si Fratesi venait à rester,
je pense qu'il aurait des garanties de temps de jeu. C'était déjà un peu le discours de l'été dernier, où voilà, c'était quand même sa première saison, mais il lui fallait du temps pour, on va dire, pour monter un peu en puissance et comprendre bien les choses. Là, aujourd'hui, c'est différent et sa stature en sélection et son rendement lui donne une légitimité qu'aujourd'hui, il n'hésite plus à exprimer à l'Inter et à ses dirigeants. Donc forcément, il y a ce contraste vraiment entre le Fratesi de la sélection, où il est titulaire indiscutable et il marque beaucoup, et le Fratesi de l'Inter qui reste un joueur important, mais uniquement de rotation. Donc vraiment, le cas Fratesi, c'est très paradoxal. Très paradoxal et ce mercato de janvier, honnêtement, sauf si vraiment toutes les conditions se réunissent, j'ai du mal à le voir partir. Parce qu'il faudrait beaucoup de choses pour que l'Inter le remplace, comme je disais. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. L'été prochain, pourquoi pas, où vraiment il y a plus de temps, les clubs anglais peuvent venir toquer à la porte, tu peux trouver son remplaçant. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Là, en janvier, voilà, c'est un mercato très particulier. Donc, ça me paraît peut-être un peu difficile, même si, voilà, si la Roma venait vraiment insister, ce ne sera pas 45 millions, ça je peux vous l'assurer. Il y aura forcément un joueur dans le lot. Peut-être Cristante, mais je ne suis pas certain que les joueurs de l'Inter soient heureux à l'idée de récupérer Cristante. Ça ne Mais en tout correspond pas réellement à voilà, l'identité du joueur qu'a Moxley, on va voilà. dire. Au moins, on est rassuré sur ce point-là. Je pense qu'Octree, si tu leur proposes Cristante, et je pense qu'il n'envoie même pas de réponse Mais en plus, tu vois, pour avec Octree, refuser. on n'en a pas parlé, mais une parenthèse très brève sur Octree, c'est qu'Octree, aujourd'hui, regarde beaucoup plus les comptes. C'est un fonds qui n'hésite pas à mettre la main à la poche, on l'a vu, hein, les prolongations notamment de Lautaro, avec des sommes assez élevées. Hein. Mais c'est aussi, on le voit de l'autre côté du navire avec l'AC Milan, où vraiment les Américains sont là pour assainir les comptes, pour remettre les comptes à l'équilibre, ce qui a commencé à faire l'Inter. On n'est plus du tout sur la dynamique de Steven Zang. Voilà, il y a aussi une volonté aujourd'hui à l'Inter de faire attention aux comptes, à la gestion des salaires, des transferts, du mercato. Donc voilà, si Fratesi, c'est une belle offre arrive pour Fratesi, c'est évident que voilà, ça pourrait convenir à tout le monde. Mais c'est pas évident. Voilà. Au mois de janvier, c'est difficile et 45 millions, c'est très élevé. D'ailleurs, justement, il y a quelques mois, quand notre ami Johan Crochet, Guillaume, était passé sur le podcast, il parlait, et puis c'était aussi un des marronniers quand on avait fait les deux podcasts la saison dernière, où il parlait d'un manque de temps de jeu déjà pour Fratesi l'année dernière, où lui, il aurait aimé le voir plus de fois titulaire. Mine de rien, et souvent, moi, je tempérais en disant que le milieu de terrain, déjà à l'époque, même s'il n'y avait pas Zelensky déjà à l'époque, était difficilement boudable parce que tu avais quand même trois monstres au milieu de terrain qui s'entendaient très bien et c'était compliqué de les faire bouger. En plus, le profil de Fratesi, qui avec ballon était pas déjà le joueur le plus fin la saison dernière, c'était compliqué quand même de l'intégrer dans ces circuits. Toi, t'en penses quoi sur le temps de jeu de Davide Fratesi? Est-ce que tu penses que justement les demandes de l'Italien sont cohérentes déjà par rapport à son profil, par rapport aussi aux performances qu'il a montrées la saison dernière et cette saison? Écoute, c'est un joueur aux caractéristiques particulières, c'est vrai. Ces demandes de temps de jeu, je peux les comprendre parce que, comme je te disais, il y a ce paradoxe entre sélection et club où, quand tu es titulaire en sélection, généralement, tu es comme titulaire en club et lui, c'est pas son cas. Mais le milieu de l'Inter est tellement difficile à bouger. Quand on voit encore le match de Mkhitaryan, quand on voit Çalhanoğlu, quand on voit Barella, c'est tellement un milieu de terrain qui est ancré, c'est vraiment comme tu disais, c'est le point névralgique de l'Inter et c'est compliqué. Qui tu veux enlever dans ces trois-là? À part Mkhitaryan qui avance dans l'âge et qui à un moment quand même va forcément un peu baisser en rendement et en temps de jeu, c'est des joueurs qui enchaînent les matchs et qui sont trop importants dans le 3-5 de Simone Inzaghi. Et ils sont encore décisifs et tu peux pas les changer aussi facilement. Donc le problème de Fratesi, c'est qu'il est tombé sur un milieu de terrain qui est inamovible et à part quelques blessures ici et là, bah, c'est compliqué volontairement, même pour Simone Inzaghi, de faire tourner parce que on voit les différences quand même. Et un joueur, tu sais, c'est un être humain et Davide Fratesi, à force, bah, au début, je peux le comprendre, il avait l'envie, la grille de prouver, de dire, bah, voilà, il marquait, le but, je l'avais dit face à l'Hellas. Et je pense qu'aujourd'hui, il s'est un peu découragé. Et je pense que de toute façon, même s'il venait à continuer ses prestations en sélection et qu'il continue à marquer, eh bah, il ne serait pas forcément titulaire à l'Inter. Et il le voit, et je pense que c'est ça qui le frustre beaucoup. C'est de se dire, bah, je suis un taulier avec l'Italie
et j'arrive pas à le devenir avec l'Inter, mais parce que devant lui, c'est très fort, c'était trop fort. Et en fait, prendre son mal en patience pour un joueur comme Flatel, c'est compliqué aujourd'hui. Donc, toi, est-ce que tu penses qu'un poste pourrait se libérer pour lui l'été prochain? Tu vois, c'est ce que lui attendrait ou je pense qu'il serait prêt à attendre encore 6 mois pour le faire. Mais qui pourrait partir pour lui laisser sa place? Tu vois, c'est Pour compliqué. Qui moi, pourrait lui laisser la place? pour moi, la transition de Mkhitaryan-Zieliński est beaucoup trop naturelle pour vraiment évidente et naturelle pour moi et elle va se faire et surtout que Oui, Zieliński a montré que techniquement il a le truc même s'il n'a pas encore la même gestion entre guillemets du ballon et la gestion des temps forts temps faibles parce que je trouve que la gestion des temps forts temps faibles est surtout basée sur Mkhitaryan où c'est pour ça que c'est le joueur que c'est notamment la saison dernière c'était le joueur le plus important de Simone Inzaghi, vraiment à égalité avec un Çalhanoğlu, parce que justement, c'est lui qui t'assurait de cette gestion du temps fort, temps faible. Et donc, il faut que Zelinski apprenne à le faire notamment, mais surtout que le niveau technique avec ballon entre les quatre que j'ai cités et Fratesi, Guillaume, pour que Fratesi les rattrape, il faut en faire quand même du chemin parce que Fratesi avec ballon, on a vu quand même ses limites, même avec la Nationale d'ailleurs. Hein, ses limites, on a vu. C'est pour ça que tu as deux joueurs quand même plus techniques et plus à l'aise avec le ballon comme Tonali et Ricci. Mais la différence est beaucoup trop grosse pour moi pour que lui il prenne le poste de titulaire et il n'a pas la gestion des temps forts, temps faibles que Cam Mkhitaryan et que peut développer Zielinski. Donc pour moi, c'est pour ça que je ne vois pas son rôle spécialement évoluer pour la saison 2025-2026. pour Flatel, la seule solution, voilà, c'est soit d'attendre et de voir si une place se libère, ou soit faire ses valises en janvier et trouver voilà, le temps de jeu qu'il cherche ailleurs. Après, l'avantage de cette année en sélection, tu vois, c'est qu'il n'y a pas d'échéance importante. Il n'y a pas d'Euro, il n'y a pas de Coupe du Monde. Donc en soi, lui, il pourrait même encore patienter un peu. Mais je pense vraiment qu'il demanderait la garantie voilà, de voir son statut révisé, réévalué. Parce que je pense vraiment que c'est un joueur qui tient à l'Inter. On l'a vu, hein. Il s'est parfaitement adapté à l'ambiente. Il y tient. C'est un joueur qui y tient et c'est un joueur vraiment qui a l'esprit de l'Inter, qui s'est rapidement fondu dans la masse et au point que les supporters aussi l'adorent parce qu'il transmettait cette chose-là. Et là, en finale de la Supercoupe, je l'ai vu qu'il ne l'avait plus. Ou du moins, il ne l'avait pas ce soir-là. Donc, on est vraiment dans une impasse entre le joueur qui aimerait s'imposer mais qui a envie de trouver du temps de jeu et le club qui a envie de lui donner sa chance, l'entraîneur aussi, mais qui a un milieu de terrain trop inamovible pour le faire bouger, en tout cas maintenant. Donc, il va falloir trouver la bonne solution. C'est pas évident, on est début janvier, on en parle beaucoup, prix 45 millions. Voilà, c'est un dossier vraiment à surveiller, mais pour l'instant, en tout cas, voilà, il y a eu des simples discussions, il y a eu comme on dit ici, des sondages, l'agent qui a parlé à quelques clubs. Il n'y a rien de concret, mais l'Inter avait déjà posé les bases, en tout cas en demandant voilà, un peu moins de 50 millions. On verra comment ça va évoluer du côté de Davide Fratesi, et même du côté de l'Inter, comment ça va rebondir ce dimanche à Venise, puis la semaine prochaine contre Empoli, parce que Guillaume, il y a les deux matchs de Ligue des Champions qui arrivent très vite. Et le match contre Bologne, d'ailleurs, le match contre Bologne, en espérant que pour ce match-là, la semaine prochaine, l'Inter pourra retrouver Hakan Çalhanoğlu. Et après, il y aura les deux matchs de Ligue des Champions contre le Sparta Prague et Monaco. Alors, selon ce que les statisticiens nous ont sorti, l'Inter devrait faire normalement 4 points et la qualification dans le top 8 serait assurée. Donc, bon, je pense que faire 4 points contre Oui. Sparta Prague et Monaco, c'est quand même plus qu'envisageable. Et pour le coup, fait... c'est une équipe, l'Inter, qui sait réagir. Hein. On n'en a pas parlé, mais elle sait réagir aux Ah oui, difficultés. Et elle sait répondre présente. Et pour le coup, je ne suis pas du tout inquiet. Alors, on verra bien. Hein. Mais de l'éventuel contre-coup de la Supercoupe, ça va être une équipe quand même assez mature. Et on l'a vu dans les mois derniers, pour réagir et pour reprendre sa marche en avant. Et le calendrier syrien, quand même, et en Ligue des Champions, peut faciliter voilà, on va dire que les matchs contre Venise, le match contre Bologne. Voilà, c'est vraiment des matchs qui peuvent aussi aider à retrouver un peu la dynamique. Hein. Tu vois, regarde, le derby italien en Serie A, il n'a pas du tout influé, au contraire, sur la série d'après, où vraiment l'Inter a été monumental, à part le coup d'arrêt contre la Juve. Et je ne suis pas certain vraiment que ce coup d'arrêt en Supercoupe influence le rendement de l'Inter sur la suite, que ce soit en Ligue des Champions, où vraiment, j'insiste, pour moi,
elle peut être candidate, notamment quand je vois les autres équipes, peut-être à part Liverpool, qui paraît vraiment compliqué à jouer, mais il y a vraiment une carte à jouer pour l'Inter cette saison. Et en championnat, où pour moi, l'Inter demeure favorite. Et ce match, vraiment à Rome, contre la Lazio, on avait époustouflé. Donc voilà, je ne suis pas inquiet au-delà du contre-coup de l'Inter. Parce que Guillaume, il y aura de quoi reprendre de la confiance contre Venise, Bologne, Empoli, comme ici. Mais à partir du 29 janvier, c'est le derby notamment. Donc il Oui, va falloir le gagner. Là, c'est victoire impérative, peu importe la manière. Là, tu peux même jouer en 8-2-2, jouer à 10 derrière et gagner 1-0. Je pense que là, il n'y a que la victoire qui va importer aux supporters. Et ensuite, Guillaume, le gros calendrier qui s'annonce. La Lazio en Coppa Italia, la Fiorentina. Peut-être qu'entre la Fiorentina et la Juventus, il y aura le deuxième match contre la Fiorentina qui a été coupé, jouer donc les 80 dernières minutes, puis la Juventus, puis le Genoa, puis le Napoli, et il y a même l'Atalanta un peu mi-mars qui se met là, Guillaume. Donc le calendrier de l'Inter pour février va être dantesque, et c'est pour ça que un départ de Fratis cet hiver, pour moi, est justement très très peu envisageable, parce que justement, s'il veut prouver l'importance et surtout le temps de jeu qu'il mérite, bah, il aura les occasions de prouver, parce que les titulaires ne pourront pas jouer tous ces matchs-là en février. Il va falloir faire tourner, notamment contre la Lazio en Coppa Italia, notamment aussi contre la Fiorentina sur l'un des deux matchs qui vont s'annoncer, et contre le Genoa. Donc il y aura des occasions, Guillaume, pour les remplaçants de briller. Et on pense aussi notamment à Mehdi Taremi qui, j'espère, a lancé sa saison avec l'Inter, Guillaume. oui, 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 bah, il a marqué un beau but en Super Coupe. Et l'Inter a aussi besoin, parce qu'on voit que Lautaro a besoin de souffler, la préparation. Il l'a dit lui-même, hein, le Toro, il était un peu fatigué en conférence de presse. Donc, pour moi, ça reste évidemment un joueur exceptionnel, mais qui a un petit coup de mou. Et je ne suis pas du tout inquiet sur son futur rendement, sur le statut que Lautaro a à l'Inter. Mais je pense qu'il a besoin aussi un peu de souffler, ce qui peut se comprendre. Bon, Arnautovic, c'est difficile. Correa, il a eu ce coup d'éclat, mais on voit bien qu'il a du mal aussi à enchaîner et à obtenir la confiance de Inzaghi. C'est vrai que Taremi, il est arrivé, c'était en fin de contrat. Et il faut aussi qu'il commence à carburer, parce que c'est un joueur qui est important pour l'Inter, et l'Inter compte beaucoup sur lui. Mais c'est vrai que l'attaque, ce sera, à mon avis, un secteur où l'Inter voudra travailler l'été prochain, peut-être avec des noms comme Jonathan David ou autres. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, vraiment, le leader de cette attaque-là, c'est Thuram, qui pour moi a vraiment pris le lead, même sur Lautaro. Et tant mieux, hein, parce que Lautaro avait besoin aussi de donner un peu le relais, que les buts ne reposent pas toujours sur lui. Mais voilà, Taremi aujourd'hui, il a marqué en Super Coupe, il a fait plutôt un bon match, il a rien lâché jusqu'au bout. Mais voilà, il doit aussi enchaîner, avoir un peu plus de réussite devant le but, où c'est vrai qu'il a un peu pêché parfois dans les occasions, dans l'application du dernier geste. Donc, dans cette deuxième partie de saison, l'Inter va en avoir besoin, et pas que lui, hein. J'ai cité Correa, Arnautovic, mais il va falloir aussi que derrière ça enchaîne, notamment si Thuram, on l'a vu, hein, un petit coup d'arrêt, ça peut arriver, même pour Lautaro aussi. Donc voilà, il faut aussi que les attaquants, dans les rotations, arrivent à maintenir le niveau de manière assez élevée. Et c'est vrai que pour l'instant, Taremi a un peu pêché parfois. Et voilà, faut espérer que ce but face à Milan puisse lui donner un peu l'élan pour la deuxième partie de saison. Eh ben nous, Guillaume, on va s'arrêter là pour le podcast. On est bien revenu en long, en large et en travers sur cette Super Coppa Italia. On va maintenant voir ce qui va se passer sur les prochaines semaines pour l'Inter, avec d'ailleurs ces concurrents directs qui vont s'affronter, hein, l'Atalanta et le Napoli, et qui ont aussi eux-mêmes des grosses échéances sur la fin janvier, début février. Donc l'Inter, en faveur de son match en retard contre Bologne et son match en retard contre la Fiorentina, qui devrait bientôt être joué, pourrait reprendre sa place de leader qu'elle avait lâchée depuis plusieurs semaines. Donc, ça sera intéressant de voir le rebond des Nerazzurri. Merci à toi, Guillaume, du coup, pour ce Eh ben, podcast, écoute, le premier de 2025. merci beaucoup. Très fier de pouvoir ouvrir le bal en cette année 2025. Encore une fois, hein, meilleurs vœux à toi, à tous ceux qui t'écoutent. Continue du boulot, tu fais du très bon boulot. Et voilà, et j'espère que la Beneamata va se poursuivre en cette année. Et j'espère voilà, pouvoir réintervenir au courant de l'année 2025. Encore une fois, voilà. Auguri à tout le monde depuis Avec, Milan. évidemment, avec grand plaisir. Et voilà. Et vous pouvez évidemment, pour ceux qui veulent,
me retrouver sur Eurosport, sur RTL de temps en temps, sur Twitter. Donc voilà. Petite Catch autopromo. WPP aussi. Oui, exactement. Voilà, petite autopromo, mais c'est que ceux qui le veulent, mais c'est pas du tout obligé. Voilà. Oh non, Sur mais Eurosport, évidemment, j'essaie de faut venir couvrir au sur Catch. mieux. Ouais, c'est Catch WPP qui est toujours là et voilà, avec Johan, on essaie de trouver du temps pour en faire des podcasts le plus souvent possible. Ça, c'est pour les podcasts et voilà, à l'écrit Eurosport où vraiment j'essaie maintenant que je suis sur place, j'essaie beaucoup d'aller aux conférences de Inzaghi et voilà, j'allais dire de Fonseca comme il est plus là, de Conceição maintenant et de couvrir vraiment le foot italien au plus près. Donc, voilà, on retrouve sur Eurosport, Catch WPP, RTL et Twitter. Et encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation. Bien, merci à toi d'y avoir répondu, Guillaume. Et pour les auditeurs, eh bien, nous, on se retrouvera dans les prochaines semaines pour un prochain podcast. Ciao à tous!